Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue à ce webinaire. Je suis Lassana Bari, spécialiste communication pour Pathfinder au Burkina Faso et je suis à votre service. Avant tout propos, je voudrais partager quelques bonnes pratiques avec vous pour nous permettre de passer ensemble des moments agréables. Le premier, c'est de couper le micro quand on n'a pas la parole. La deuxième, c'est d'allumer le micro et la vidéo pour les modérateurs et les panélistes quand ils prennent la parole. Et la troisième, c'est que vous avez le choix d'écouter ce webinaire, soit en français ou en anglais. Il vous suffit juste d'aller sur l'onglet interprétation pour choisir la langue dans laquelle vous souhaitez le suivre. Et enfin, vous avez la possibilité de lever la main à la fin des interventions des panélistes pour poser des questions ou vous pouvez directement poser des questions dans le chat box qui est déjà ouvert. Donc, c'est un plaisir renouvelé pour nous de vous compter parmi nous à cette cinquième étape de la série de webinaires organisés par le projet Amplify PF, un projet financé par l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, et mis en œuvre par l'ONG Pathfinder au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Niger et au Togo. Pour mémoire, cette série de webinaires porte sur le thème global gestion adaptative des pratiques à haut impact, faire face à la diversité des contextes. Ainsi, le premier webinaire de cette série a porté sur la contribution des formations sanitaires non gouvernementales dans l'offre de services de planification familiale au Burkina Faso. Le second a abordé le thème approche de mobilisation de ressources locales par le comité technique d'appui au réseau intégré d'apprentissage au profit des formations sanitaires au Niger. Le troisième webinaire était consacré à l'expérience de collaboration avec les chambres préfectorales de métiers dans la mobilisation des jeunes pour leur accès aux informations et services de santé de la reproduction et planification familiale de qualité au Togo. Le quatrième a partagé l'expérience du projet USAID Amplify PF sur les journées spéciales planification familiale, une approche pour réduire les barrières financières à l'utilisation de la planification familiale en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous restons dans ce pays, donc la Côte d'Ivoire, et parlerons d'un thème assez spécial, une des meilleures réussites du projet dans ce pays, à savoir l'expérience de sensibilisation en santé sexuelle reproductive, santé reproductive et planification familiale de jeunes marginalisés vivant avec un handicap, cas de jeunes et adolescents sourds-muets, malentendants d'Abobo. Pour modérer ce cinquième webinaire, je suis honoré de vous présenter le docteur Touré Omar, qui est actuellement le spécialiste de la gestion de projets en santé maternelle et infantile, de la nutrition et de la planification familiale pour l'USAID en Côte d'Ivoire depuis septembre 2022. Avant de rejoindre l'USAID, Dr Touré a travaillé à JPAEG au Côte d'Ivoire pendant 12 ans, fournissant des services techniques, cliniques, programmatiques et de gestion de programmes de santé publique, en particulier dans les domaines de la santé maternelle, néonatale et de la planification familiale. Spécialiste en gynécologie et obstétrique depuis 2006, Dr Touré est également maître formateur clinique certifié par JPAEGO et a activement participé à la conception et à l'élaboration de la formation des prestataires et des documents de politique entendus par là des normes et dignes directrices. Docteur Touré, je vous passe donc la parole pour la modération de ce webinaire. Merci. Bonsoir à tous. Merci, Barry, pour l'honneur que vous nous faites. Je pense que le thème a été donné. L'expérience de sensibilisation à la santé de la reproduction planning familiale de jeunes marginalisés vivant avec un handicap. Et on pense que si on veut assurer une équité en matière d'offre de services de PF, il faut qu'on prenne en compte toutes les personnes qui sont de fait ou qui semblent être marginalisées. Et donc, je pense que cette expérience qui s'est passée à Bobo pourrait permettre à tout le monde de comprendre comment est-ce qu'on réussit à faire avancer la question en brisant les barrières. Et pour pouvoir discuter ce soir, on a deux personnes avec moi.
On a deux modérateurs, on a le docteur Hortense qui est Marthe Ahui. Pour revenir au premier, docteur May Hortense, il faut savoir que elle est pharmacienne. Elle a plus de 15 ans d'expérience en matière de santé publique et santé publique de la reproduction. Et c'est une experte en plaidoyer en faveur des droits des enfants, des jeunes et des femmes, notamment pour la création d'environnements favorables aux populations clés d'intégration et d'inclusion sociale des personnes handicapées. Et ça fait 6 ans maintenant que Dr May Hortense conduit les programmes en tant que spécialiste à l'USAID au niveau régional. Elle est basée au Togo. Et l'autre présentatrice que nous aurons est Mme Ama Marthe Ahui. Il faut savoir que, comme je vous l'ai dit tantôt, on a pris des personnes d'expérience parce que Marthe a plus de 30 ans d'expérience dans tout ce qui concerne les luttes contre le VIH. Elle est psychologue de formation et elle a débuté sa carrière en 1988, travaillé pour plusieurs associations en Côte d'Ivoire, notamment le CIECBA avec le professeur Luc Montagnier qui a ouvert. La Fondation de lutte contre le sida, elle a engagé au niveau du marketing social et a géré et mis en place les campagnes multimédia de santé de la reproduction. Et de 2005 à 2015, elle a travaillé comme conseillère technique pour le programme en milieu de travail dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida et la santé de la reproduction pour FHI 360. Actuellement, elle est chargée des jeunes et du genre au projet Amplify PF. Donc, pour vous dire que c'est une somme de 30 plus 15, ça fait plus de 45 ans d'expérience qu'on met à la disposition de tout le monde ici. Et donc, je vais passer la parole à Marthe pour nous faire la première présentation de ce webinaire. Bonjour à tous, bonjour Dr Touré et merci de me passer la parole. Donc, comme le disait Dr Touré, nous allons partager avec vous l'expérience et la chance que nous avons eue de travailler avec les jeunes sourds-muets de l'association des sourds-muets et malentendants d'Abobo. Notre plan de présentation, on va d'abord présenter le contexte brièvement, parler de l'association des sourds-muets et malentendants musulmans de Côte d'Ivoire, parler de l'appui que nous avons pu apporter dans le cadre du projet, donner aussi des activités que les jeunes champions interprètes à langue des signes ont pu mener comme activité en faveur des sourds-muets et donner les leçons que nous avons apprises par rapport à cette expérience et les recommandations que nous pouvons faire suite à ces leçons apprises. Alors, comme on l'a dit en introduction, le projet Amplify PF est mis en œuvre dans 4 pays que sont le Burkina Faso, le Niger, le Togo et la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, nous intervenons dans 5 districts, les districts de Port-Bou et Vredi, de Yopougon-Ouest-Songon, de Daloa, de Bouaké et d'Abobo-Ouest, pour lesquels nous sommes réunis aujourd'hui. Parmi les objectifs du projet, le 3e objectif notamment a mis l'accent sur le renforcement des capacités des formations sanitaires pour offrir des services de planification familiale de qualité et y compris l'accès des jeunes à ces services-là, ce qui nous a donné l'initiative Jeunes Champions SRPF. Les jeunes champions que nous avons sélectionnés ont eu pour mission d'organiser des causeries éducatives, de renforcer le dialogue parents-enfants, d'organiser des journées de sensibilisation de proximité. Si pour les causeries éducatives, on réunissait un groupe de personnes pour pouvoir parler de santé de la reproduction, pour les sensibilisations de proximité, il s'agit d'aller vers les personnes sur leur lieu de vie, leur lieu de travail, pour leur parler de santé de la reproduction. Les jeunes champions ont mené des campagnes digitales sur les différents réseaux sociaux et aussi organisé des activités lors de la Journée internationale de la jeunesse qui a lieu tous les ans le 12 août. Alors, combien de jeunes champions nous avions? On en avait 30 en tout, répartis en binôme. À Daloa, nous avions 4 binômes. Pour Bouaké, Yopougon et Port-Boué, nous avions 3 binômes.
Et au niveau d'Abobo, nous avions 2 binômes. En fait, c'est proportionnellement à la taille du district que le nombre de binômes a été déterminé. Mais la particularité d'Abobo, c'est que parmi les 2 binômes, nous avons une fille et un garçon interprètes à langue des signes. Et ces 2 interprètes sont bénévoles au sein de l'association des sourds, muets et musulmans, des sourds, muets et malentendants musulmans de Côte d'Ivoire, en abrégé ASMCI. Et cette association a été créée en 2015 et sur l'initiative de quelques bénévoles et sur le conseil d'un juriste qui leur a recommandé fortement de se mettre en association, de se constituer légalement afin de pouvoir bénéficier éventuellement d'appui. Elle compte 350 personnes, donc 40% d'enfants. L'association est représentée aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur. À l'intérieur, elle a une session à Touba, à Korogo, à Bengouro et à Bassam. À Abidjan, la SMCI compte environ 200 membres, parmi lesquels nous avons 38 enfants qui sont scolarisés du CP1 à la 6e. Ils participent à ce qu'on appelle l'école inclusive grâce à l'association qui les prépare à l'alphabétisation afin de leur permettre d'intégrer l'école avec les autres enfants. Les activités que mène donc la SMCI, ce sont donc l'éducation, la formation religieuse, la formation professionnelle, l'insertion socio-professionnelle des personnes sourdes-muettes et surtout la promotion de la langue des signes pour que tout le monde puisse d'une certaine manière communiquer avec les personnes sourdes-muettes. Amplify, suite à une doléance de l'association, a donné un ordinateur portable, une imprimante laser et 2 ventilateurs et surtout a permis l'adduction à l'eau potable parce qu'il n'y avait pas de l'eau courante dans le centre de l'association. Et cette adduction en eau potable leur a permis de pouvoir avoir l'eau et surtout aider les jeunes pâtissiers à pouvoir faire leur activité. Ces dons ont été faits suite à une visite de l'équipe régionale de l'USAID avec à sa tête sa directrice, qui est actuellement la directrice de l'USAID Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez sur ces photos-là, elle est représentée et c'est avec elle et avec les doléances qu'elle a, que les jeunes ont soumis, que Amplify a pu honorer cette demande-là. Quelles sont les activités qui ont pu être réalisées en faveur des jeunes sourds-muets? Il y a eu cette causerie éducative sur différentes thématiques et à chaque causerie, il y avait 20 personnes qui y prenaient part. Il y a eu 2 conférences dans le cadre de la Journée internationale de la jeunesse où la conférence était traduite à langue des signes grâce à nos 2 jeunes interprètes pour permettre aux personnes sourdes-muettes de comprendre tout ce qui s'y passait. On a organisé 7 dialogues intergénérationnels. Les dialogues intergénérationnels mettent en interaction des jeunes avec des adultes pour parler des questions liées à la santé de la reproduction. Déjà, lorsqu'on est entendant, ce n'est pas toujours aisé de parler de questions liées à la santé de la reproduction, mais lorsqu'on est sourd-muet et malentendant, ça devient encore plus difficile lorsque le parent ne comprend pas le même langage que son enfant. Donc, on a eu ces dialogues-là pour pouvoir exposer ces questions aussi bien aux adultes qu'aux jeunes sourds-muets pour favoriser l'interaction entre les adultes et les jeunes. À chaque dialogue, c'était 10 jeunes et 10 adultes qui prenaient part et qui étaient conviés à ces dialogues-là. À ce niveau de mon propos, je souhaiterais vous donner un petit témoignage qui a été fait par une des bénéficiaires. Parce que qui mieux que ces personnes elles-mêmes peut dire ce qu'elles vivent au quotidien. Donc, elle disait cela, c'était un plaidoyer qu'elle faisait. Nous avons besoin d'être appuyés pour être autonomes. C'est aussi une forme de contraception parce que si nous sommes autonomes financièrement,
Un garçon ne peut pas venir nous séduire avec de l'argent et risquer de nous mettre enceintes. Mais il n'y a pas que ce témoignage-là. À dehors de cette question de santé de la reproduction, il y a le quotidien des personnes sourdes-muettes face à la question de la santé. C'est ainsi qu'une autre jeune sourde-muette dit cela. Un jour qu'elle est partie à l'hôpital, et voilà ce qu'elle raconte. À défaut d'interprète, je suis allée à l'hôpital avec ma maman. Le docteur me demande où j'ai mal et ma maman répond que je n'entends pas. Le docteur dit, ça va chauffer. Je fais comment pour m'occuper d'elle si elle n'arrive pas à expliquer son mal? C'est là que ma maman dit qu'elle va essayer d'expliquer mon mal au docteur. Et voilà comment ça se passe souvent dans les hôpitaux avec mes frères et sœurs sourds-muets. Quelles sont les leçons donc que nous tirons de cela? Qu'est-ce qui a marché dans ce que nous avons fait? Ce qui a marché, nous avons l'engagement de nos jeunes champions. Ils étaient disponibles et déterminés. Nous avons aussi les jeunes ambassadeurs, les parrains de ces jeunes champions-là qui étaient eux aussi très disponibles. Nous n'aurions pas pu sensibiliser les jeunes sourds-muets sans ces jeunes champions interprètes en langue des signes. Et si tu veux quand même sensibiliser quelqu'un, il faudrait que cette personne-là soit disponible. Et les jeunes sourds-muets et les parents étaient toujours disponibles lorsqu'on les convient à des activités. Et nous pensons que cette activité-là nous permet de dire qu'il faut prendre en compte les personnes avec handicap, tous les handicaps possibles dans nos questions, dans nos programmes de santé sexuelle et reproductive qui s'adressent aux jeunes, afin de pouvoir parler d'équité. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est vrai, nous avions eu nos deux jeunes champions, mais il se trouve qu'ils sont bénévoles. Et l'une d'entre elles-mêmes préparait son bac. Donc, comment est-ce que ces deux personnes bénévoles peuvent être disponibles pour accompagner les jeunes sourds-muets au centre de santé? Ils ne pouvaient pas avoir le temps pour eux tous les jours. Donc, nous n'avons pas pu avoir de personnes interprètes à langue des signes pour pouvoir accompagner les jeunes sourds-muets dans les centres de santé pour les questions de référence. C'est pour cela que nous voulons faire ces recommandations-là. Il serait intéressant que les agents de santé soient formés au langage des signes. Et nous faisons souvent des spots vidéo. Il serait bon aussi que ces spots-là soient traduits en langue des signes. Les jeunes de la session d'Abidjan ont pu bénéficier des activités, mais ils restent de l'intérieur. Nous devons étendre les activités à l'endroit de ceux qui sont à l'intérieur et intégrer dans la mesure du possible la SRPF à l'école des sourds-muets et des autres jeunes qui vivent avec un handicap. Avec qui nous avons travaillé? Nous avons travaillé avec le PNSUSAGE, qui est le programme même qui s'occupe des adolescents et jeunes. Et nous avons aussi travaillé avec la direction qui fait la promotion de la jeunesse, les districts sanitaires, bien entendu, puisque nos interventions se mettent dans les districts, les jeunes ambassadeurs et Ouest et WABA. Ce sont là les partenaires que nous avons eus pour nous accompagner tout au long de cette expérience-là. Sur ce, je vous dis merci en langue des signes. C'est comme ça, on m'a appris à dire merci en langue des signes. Merci à vous. Merci. Merci, Ama. Je pense que 30 années passées dans la santé publique et être psychologue de formation nous a beaucoup servi parce qu'on nous a présenté et puis à la fin, on nous a dit ce qu'il fallait faire et pour mieux nous sensibiliser. Je pense qu'après ça, on va passer un petit film de 5 minutes par Lassana Barry et ensuite, on va commencer à poser les questions aux panélistes et on va poursuivre notre ordre du jour. Lassana, à toi. Merci, docteur. Matt, est-ce que tu peux arrêter le partage d'écran, s'il te plaît? Ilaïda, please help. Donc, ce film d'une durée d'environ 5 minutes vient en appui donc, à la présentation PowerPoint de notre collègue Matt Awi et montre à travers des témoignages émouvants comment le projet USAID Amplify PF
a eu un impact important dans la vie des jeunes et adolescents sourds, muets et malentendants d'Abobo. Ileida? Dans le cadre du projet Amplify PF, nous avons l'initiative Jeunes Champions. Il s'agit de jeunes qui ont été sélectionnés dans nos différents districts d'intervention pour devenir auprès des autres jeunes, plutôt informels qu'en milieu scolaire. Pour la sélection des jeunes d'Abidjan, nous avons réuni les 3 districts. L'initiative a été impactante parce qu'elle a permis d'exposer les jeunes sourds-muets aux mêmes activités que ceux qui n'ont pas cet handicap-là. Comme ils le disent eux-mêmes, leur handicap est muet. Comment faire pour leur parler? Il n'y a que les gens qui ont le même code langage que eux pour leur parler. Donc, grâce à ces jeunes interprètes, nous avons pu offrir aux jeunes sourds-muets les mêmes interventions, comme pour tous les jeunes entendants ou non. Je me nomme Barona Minata. Je suis couturière. Je suis sourde et muette. En tant que sourde-muette, à la maison, c'est un peu difficile de communiquer avec les parents. Même quand je suis malade, même expliquer ça à mes parents, c'est un peu difficile. Parce que tout, c'est avec la communication. Souvent, mes parents essayent de me parler avec le langage qu'ils utilisent, je ne comprends pas. Le plus difficile est que quand j'ai eu mes menstrues, c'était un peu difficile de lui expliquer. Donc, j'ai pas eu aussi des conseils, comment me tenir pendant ma période de menstruation. La communication est un peu difficile. Parfois aussi avec les autres, même dans la cour, c'est un peu difficile de m'approcher parce qu'à cause de mon handicap, je suis un peu stigmatisée, repoussée. À la suite de ça, au niveau de l'hôpital, quand j'ai un souci et je vais à l'hôpital, c'est vraiment difficile de communiquer avec le médecin. Là, grâce à l'association, les 2 interprètes, Mahmoud et Bintou, ils ont été formés sur la santé reproductive et on a aussi appris vraiment les différentes méthodes de contraception. On a eu plus d'informations dessus puisqu'on ne connaissait pas avant. Donc maintenant, vraiment, nous avons beaucoup évolué grâce aux 2 interprètes qui sont Mahmoud et Bintou. Vraiment, je les félicite. Dans le cadre du projet Amplify, les activités que nous avons pu réaliser avec les personnes sourdes, on a fait plusieurs causeries éducatives. Nous avons organisé des dialogues parents-enfants et 2 conférences à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse, là où les personnes sourdes ont pu participer. La participation était facile et interprétée par les jeunes champions. Avant, elles n'avaient aucune connaissance liée à leur santé sexuelle-reproductive. Elles étaient beaucoup victimes. C'est dû à leur handicap et vous le constatez, leur handicap est invisible. Et grâce au projet, il faut le dire, qu'on a eu la chance en tant qu'interprète, même si on est jeune champion, la formation, on a pu participer et en retour, on est venu transmettre la formation là, en langue des signes aux personnes sourdes. Et on a constaté que depuis un moment, elles ont compris beaucoup de choses liées à leur santé sexuelle et reproductive. Elles ont compris quand elles ont un bobo, il faut se rendre directement à l'hôpital et non pas aller acheter les médicaments, par exemple, dans la rue. Quand il y a un problème, elles viennent nous expliquer en tant qu'interprète, voilà qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit faire, et on les oriente. C'est vraiment intéressant que le personnel de santé puisse être initié au langage des signes. Je remercie USAID pour le projet Amplify PF et afin d'avoir poussé vraiment à ces personnes-là. Nous voulons agrandir notre centre pour pouvoir recueillir plusieurs personnes sourdes
et les aider aussi sur les différentes formations que les autres ont déjà eues. Nous voulons que l'État mette à disposition les interprètes à l'hôpital pour qu'on puisse expliquer nos problèmes et on puisse comprendre ce que les médecins nous disent. L'État doit nécessairement s'occuper de nous et embaucher des interprètes pour nous pour qu'on puisse évoluer aussi dans la vie. Thank you, Ileida. Thank you. Docteur Touré, à vous. Vraiment, merci pour cette vidéo qui est très émouvante, qui nous permet de mieux comprendre ce qui se passe sur le terrain. Et pour nous accompagner, nous allons procéder à des questions aux panélistes qui sont là. Et on en a 7. Moi, je vais faire 4 questions et ma collègue Hortense May va prendre 3 questions et on va poursuivre un peu. Donc, je pense que pour nous accompagner, nous avons 3 personnes. Nous avons Nabounou Traoré, qui est jeune championne et interprète en langue et signes. Je crois que vous l'avez déjà vu déjà dans la vidéo. Ensuite, vous avez Aboubakar Koné, qui est le secrétaire général de l'Association des sourds-muets et malentendants de Côte d'Ivoire. Et il aura pour interprète M. Wodraodo Mahmoud JC, que vous avez vu ici dans la vidéo. Enfin, nous aurons Dr. Odje Evaris, qui est le directeur coordinateur adjoint du programme santé scolaire et universitaire, santé adolescents jeunes, et qui est le point focal de l'initiative GSR-PF. Et enfin, nous aurons Mars, que vous avez vu aussi pendant cette série, pendant la présentation. Nous allons commencer la série de questions et c'est moi, normalement, qui ai l'honneur de commencer cette série de questions. Nous allons commencer déjà par Nabounou Traoré. La première question ici, on a beaucoup entendu parler de malentendants. Quelle est la différence entre la sensibilisation des sourds-muets, les malentendants, et les autres jeunes qui n'ont pas de handicap? Ok, merci pour la question. D'abord, je vais me présenter. Je suis Mademoiselle Traoré Nabounou, interprète en langue des signes et aussi jeune championne au niveau d'Abou. Alors, la différence entre la sensibilisation avec les personnes entendantes et les personnes sourdes, c'est au niveau de la communication. Avec les personnes sourdes, nous utilisons la langue des signes. Voilà. C'est la différence qu'elle a. Avec les autres, c'est avec la voix orale, mais avec ces personnes-là, c'est avec la langue des signes que nous faisons les sensibilisations. D'accord. J'ai une autre question. La langue des signes. Mais quand vous venez dans un endroit où vous avez affaire aux malentendants, aux personnes qui ont ce genre de handicap, comment vous faites pour les amener, pour susciter le débat, pour qu'ils puissent discuter avec vous pendant les sensibilisations? Merci. Oui. Alors, pour susciter le débat avec ces personnes-là, nous procédons par une simulation ou des exemples. Voilà, parce que ce n'est pas évident de leur poser des questions et avoir une réponse directement. Voilà, c'est à travers des simulations ou des exemples que nous suscitons le débat avec ces personnes. Et est-ce que vous pouvez donner un exemple de genre de simulation que vous utilisez? Par exemple, sur la grossesse précoce, nous prenons un exemple. On peut leur poser la question de savoir quels sont les risques des grossesses précoces. Voilà, on va leur poser la question comme ça, mais ils ne vont pas comprendre. Donc, on va dire par exemple, on va prendre une petite fille de 12 ans qui tombe enceinte. Est-ce que cette petite-là pourra supporter la grossesse qu'elle a? En même temps, ça va susciter des débats. Il y a d'autres qui vont dire non. Je vais dire pourquoi. Parce qu'elle est petite, elle peut pas, la grossesse peut la fatiguer, elle peut mourir. Voilà. C'est un peu comme ça que ça se passe avec eux. Ah, d'accord. Donc, ça dit, vous pouvez prendre un cas pour pouvoir démontrer en utilisant les signes. Ça, oui. C'est excellent, ça.
Maintenant qu'on a parlé à vous qui êtes l'interface entre les malentendants et puis les autres, je vais m'adresser à M. Abouakar Koné, qui est le secrétaire général de l'Association des sourds-muets et malentendants de Côte d'Ivoire, et qui, je crois qu'il y aura M. Ouedraogo Mahmoud pour l'accompagner. En termes de collaboration, comment est-ce que son association collabore avec Amplify PF? Mahmoud, tu peux nous aider? Allô, vous m'entendez? C'est bon. OK. Allons-y. Oui, c'est bon. On veut comprendre comment est-ce que la collaboration se fait entre l'AMC et Amplify PF. D'accord. Vas-y. D'abord, je me présente. Je me nomme M. Koné Abouakar. Je suis le secrétaire général de l'Association des sourds musulmans de Côte d'Ivoire. En résumé, ACMC. Merci beaucoup. La collaboration entre nous et le projet, vraiment, c'est une collaboration qui est très importante pour nous, qui a été très importante pour nous parce que ça a facilité l'inclusion et l'intégration des personnes sourdes en matière de santé sexuelle, de la reproduction et aussi de la planification familiale. La collaboration aussi a permis à nous, les personnes sourdes, de participer aux différentes activités de sensibilisation à travers les deux jeunes champions qui sont interprètes en langue des signes, qui nous a permis de comprendre beaucoup de choses sur la planification familiale et les IST. D'accord. Maintenant, quand vous êtes le secrétaire général, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont, je sais que vous avez commencé à aborder la question déjà, les changements que vous avez constatés depuis que vous travaillez avec les jeunes champions et depuis qu'ils ont commencé à travailler avec vous, les jeunes, les associations, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des changements qui se sont opérés? Merci. Au niveau des changements, ça a permis, grâce aux deux jeunes champions, au niveau du changement, nous avons pu avoir beaucoup d'informations vraies et sur en ce qui concerne notre santé sexuelle de la reproduction. Parce qu'il faut dire, au niveau de la santé, des différentes sensibilisations que nous voyons à la télé, ce n'est pas traduit en anglais. Et ça fait que nous n'avons pas d'expérience. Et grâce au projet-là, les deux champions nous ont vraiment donné l'information qu'il faut au niveau de notre comportement. Alors, je pense qu'on vous a perdu. Attendez, je vais. Oui, il y a deux minutes. Oui, c'est bon. Excusez-moi. OK. Allons-y. Au niveau du comportement, nous avons eu la bonne information en ce qui concerne les méthodes de contraception, parce qu'il faut dire auparavant, il y a eu beaucoup de préjugés sur ces méthodes contraceptives-là. Et alors, on nous a expliqué que ça permet déjà d'éviter les grossesses précoces et aussi ça facilite la planification familiale, comment s'organiser pour mieux organiser nos vies, pour éviter des problèmes dans nos familles. Parce que la planification familiale, quand
quand elle est bien respectée, ça réduit la pauvreté au niveau familial. D'accord. Je pense que c'est édifiant ce qu'on entend. Comment est-ce que cette interaction entre des personnes qui présentent un handicap et puis les projets qui sont mis en place avec les autres membres de la population. Je pense que mon troisième panéliste, c'est Dr. Odje Evaris, qui est le directeur coordinateur adjoint du programme national de santé scolaire universitaire santé adolescents jeunes. Oui. Dr. Odje, Oui, merci de nous rejoindre. Comment est-ce que vous appréciez les activités menées par les jeunes champions en SRPF, en général et particulièrement avec les jeunes qui vivent les handicaps? Parce que depuis un bon bout de temps, on sait que les jeunes champions sont très actifs en matière de planning familial, de santé de la reproduction. Comment vous voyez de façon générale l'impact et puis de façon spécifique avec les personnes qui vivent avec un handicap? Je vous remercie. Le premier point, merci à Dr. Touré. La première des choses, Dr. Touré, nous sommes reconnaissants à ces adolescents-là qui prennent de leur temps pour sensibiliser leur père. Maintenant, quand ils sensibilisent leur père et qu'en plus de ça, ce sont des personnes vivant un handicap, malentendant, faut dire vraiment pour nous, c'est une chance. C'est une chance. Donc, nous avons à les accompagner davantage à bien mettre en œuvre cette activité. Et s'il y a possibilité de faire en sorte qu'ils puissent former même nos agents, je pense que c'est ce que le DC même cherche à voir, parce que si ces adolescents-là sont face à des prestataires, comme la jeune fille l'a dit, c'est difficile pour eux. Et s'il y a une catégorie qui est mise à l'écart, eh bien, notre travail, il y a un manquement. Il y a un manquement. Et donc, vraiment, la collaboration avec ceux qui interprètent le langage des signes pour renforcer la prestation de santé à leur endroit, c'est la bienvenue. Ce que j'apprécie davantage, c'est le courage de ces jeunes-là. Vous voyez comment ils se démènent pour faire en sorte que les personnes vivant des handicaps puissent comprendre c'est quoi la santé sexuelle, c'est quoi l'appareil reproductif et c'est quoi la sexualité et c'est quoi la reproduction. Donc vraiment, moi, en tout cas, au programme, on est fiers d'eux et malheureusement, les moyens manquants, ça fait qu'on ne peut pas les appuyer davantage. Donc pour nous, nous trouvons que cette initiative est une opportunité et que ce que Amplify fait avec eux est extraordinaire. C'est pourquoi à chaque fois que nous avons la possibilité, quand ils nous invitent, on ne peut pas rechigner à venir. Au contraire, on doit venir les soutenir. Ils sont à encourager. Donc, Touré, il faut vraiment dire merci à ces adolescents-là pour le travail qu'ils font, pour eux-mêmes et surtout pour leur père. Voilà. Merci, Dr. Odje. Allô? Merci pour Oui. Dr. Odje. Je pense que ça témoigne un peu de l'importance que les jeunes champions ont. Parce qu'on a des jeunes qui parlent avec des jeunes, je pense que c'est déjà quelque chose qui est bon. Et si vous-même, en tant que ministère de la Santé, vous dites que ça apporte un impact significatif, nous, on ne peut que nous réjouir de ça. Et je pense que je vais prendre Marthe, qui est la dame qui nous a fait cette belle présentation, notre psychologue en titre, pour savoir un peu, est-ce qu'elle peut nous dire un peu quelles sont les différentes activités que ces jeunes champions mènent dans les RIA? Je pense que RIA va nous appeler RIA, mais quelles sont les activités que ces deux champions font? Ils travaillent avec la jeunesse, ils travaillent avec les personnes qui présentent le handicap. Mais au niveau des RIA, quelle est la part que jouent ces jeunes champions? Marthe? Merci. OK. Merci beaucoup, docteur. Et donc, le RIA, c'est rien d'autre que le district. C'est ce qu'on appelle le réseau intégré d'apprentissage parce que c'est le district avec toutes les ressources que compte le district, dont les jeunes champions. Donc, les jeunes champions que nous avons dans nos différents RIA, sinon dans nos différents districts,
avait pour mission d'organiser des causeries éducatives. Pour les causeries éducatives, il s'agit de mettre ensemble environ 20 jeunes pour discuter d'une thématique sur la santé sexuelle et reproductive. En plus des causeries éducatives, ils ont organisé ce qu'on appelle les sensibilisations de proximité. Pour les sensibilisations de proximité, comme je l'ai dit dans la présentation, c'est des sensibilisations qui ont lieu dans les lieux de vie des personnes que nous voulons rencontrer et dans les lieux sur le lieu de travail. Donc, les jeunes vont vers les autres jeunes pour leur parler de santé de la reproduction. Nous avons aussi les conférences grand public. Là, on les a faites surtout dans les établissements scolaires à la veille des grandes vacances ou bien des congés pour pouvoir rappeler un peu les risques à ne pas courir lorsqu'on serait en vacances. Et ces conférences-là, on les faisait avec l'appui de prestataires de santé. Et nous avions aussi les campagnes digitales. Les jeunes ont mené des campagnes digitales sur les différents réseaux sociaux tout le temps, mais avec des thèmes pour chaque mois. Et sans oublier la Journée internationale de la jeunesse, pour laquelle ils organisent une activité. Au cours de la Journée internationale de la jeunesse de 2022, il ne s'est pas s'agit simplement de parler de santé de la reproduction, mais il s'agit aussi de parler de tout ce que, par exemple, l'agence emploi jeune pouvait offrir comme opportunité aux jeunes. Et pour ça aussi, nos interprètes étaient là pour pouvoir dire ce que les jeunes sourds pouvaient eux aussi, ce dont ils pouvaient eux aussi bénéficier. Et nous avons les dialogues intergénérationnels que nous menions avec les outils, les 4 Impactways qui ont été conçus par WABA. Et avec ces 4 Impactways-là, on suscitait l'interaction entre les jeunes et les adultes. Il ne s'agissait pas forcément de parents et d'enfants ensemble, mais des jeunes et d'adultes pour discuter des thèmes liés à la santé de la reproduction. Donc, voici un peu les activités que les jeunes ont eu à mener dans les différents districts où ils interviennent. Merci. Merci, Marc. Je pense que tout ce qu'on vient de dire depuis maintenant 30 minutes cadre un peu avec ce qui se passe en Côte d'Ivoire, qui est que cette année est l'année de la jeunesse. Donc, pour poursuivre ce panel, je vais passer la parole à Dr Hortense, que je vous ai présenté tantôt. Dr Hortense. Bonsoir, Dr Touré. C'est un plaisir d'être à votre suite. J'espère que vous m'entendez. On t'entend. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être avec vous sur ce panel et je me réjouis de cette belle expérience que nous apprenons tous de la part des personnes handicapées. Alors, à la suite de Dr Touré, je vais donner la parole à nos 3 précédents panélistes pour avoir un peu plus d'informations. Je commencerai par M. Aboubakar Kone, qui est le secrétaire général de l'association, la SMCI, avec son interprète, M. Ouedraogo Mahmoud. Monsieur le secrétaire général, je voudrais savoir, dans l'exercice de vos fonctions et dans la mise en œuvre de cet excellent projet, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées au sein de votre association? Oui, oui. Merci beaucoup. Les difficultés que nous rencontrons au niveau de la santé sexuelle de la reproduction, d'abord, les difficultés, il y a problème de communication. Voilà, parce que dans les différentes sensibilisations, il est important d'avoir des interprètes pour pouvoir transmettre des messages à nous, les personnes sourdes, afin qu'on soit au même niveau d'information comme les autres. Et quand nous avons les difficultés au niveau des hôpitaux, vraiment, la plupart des prestataires des services, tous les docteurs, ceux qui sont à l'hôpital, ne connaissent pas la langue des signes. C'est difficile un peu pour nous d'avoir un service qui est adapté à notre surdité. Au niveau de notre association, les difficultés que nous rencontrons, il y a d'abord, toujours comme on le dit, c'est la communication. Il faut des interprètes pour nous aider,
pour faciliter le développement de notre association. Parce que s'il n'y a pas d'interprète, c'est difficile pour nous d'interagir avec ceux qui viennent vers nous. Et aussi notre centre est devenu très petit. Comme dans la présentation, Dr. Maz, vous avez vu les différentes activités que nous menons. Il y a l'éducation, l'alphabétisation, la formation professionnelle, et tout ça, nous faisons ça dans le même centre. Donc, le centre est vraiment devenu étroit. Si on peut avoir un centre plus grand, voilà, pour pouvoir... Et aussi, le centre en location, c'est important pour nous aussi d'avoir... Les difficultés que nous rencontrons, nous n'avons pas de subventions pour pouvoir payer le centre. C'est des personnes de bonne volonté qui nous aident, mais s'il y a une subvention, la subvention peut nous permettre de vraiment louer le centre et continuer nos activités. Et aussi, il y a une autre difficulté qui est là, c'est la prise en charge de nos interprètes. Parce que les interprètes viennent travailler avec nous, mais après, il faut bien qu'ils gagnent leur vie, puisque le métier n'est pas reconnu en Côte d'Ivoire. Donc, s'ils ont une autre opportunité, vraiment, ils nous abandonnent et ils vont ailleurs. Mais nous, comme vous pouvez le constater, aujourd'hui, si nous sommes là aujourd'hui dans le webinaire, c'est parce qu'il y a des interprètes qui sont là à notre disposition. Sans eux, on n'est pas être là aujourd'hui en train d'échanger avec vous sur le webinaire. D'accord, c'est bien noté. Alors aujourd'hui, est-ce que vous avez un appel à lancer aux partenaires? Nous souhaitons à nos différents partenaires de continuer de nous appuyer, de nous accompagner déjà dans nos différentes activités que nous menons. Parce que nous avons besoin, comme je dis, je redis encore, on a besoin d'un siège encore plus grand. Si possible, avoir un siège pour nous-mêmes. Aussi, si nos différents partenaires peuvent faire un plaidoyer auprès de l'État pour qu'ils puissent nous subventionner. Et cette subvention va nous permettre de pouvoir prendre en compte les interprètes, même au niveau de l'école inclusive, au niveau du collège où il n'y a pas d'interprète. L'interprète qui est là, c'est Nabounou qui va faire de façon bénévole et il faut qu'on la soutienne. Et je vais ajouter quelque chose d'autre. Le soutien aux partenaires. Oui, c'est bon? Ou bien tu as ajouté quelque chose? Nous avons besoin aussi de... Bon, nous avons besoin aussi de pouvoir avoir un siège pour nous-mêmes. Voilà. D'accord. Là, comme ça, à chaque fois, tant qu'il y a le monde, il y aura des personnes sourdes, il faut les former. C'est l'autonomisation qui est plus, la formation professionnelle qui est plus facile pour nous et adaptée à notre handicap. D'accord, merci. Merci. Merci beaucoup, M. Aboubakar Kone. Alors, ma question suivante viendra pour Mme Nabounou Traoré, qui est du RIA d'Aboubo, l'interprète en langue des signes. Je voudrais savoir quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la sensibilisation des jeunes de l'AMSCI. OK. Les difficultés que nous rencontrons parfois est liée aux mots que nous utilisons lors des sensibilisations. Parce que souvent, il y a des mots que nous utilisons, nous n'avons pas ces signes-là. Par exemple, moi, la langue des signes, c'est ma langue maternelle. Quand je dis c'est ma langue maternelle, ça veut dire mes deux parents sont sourds. Donc, depuis le bas âge déjà, c'est ma langue, en fait, ma langue maternelle. Et après, je me suis perfectionnée pour pouvoir être interprète. Et je continue d'ailleurs à me perfectionner. Mais malgré tout ça, il y a des mots que nous n'avons pas à traduire. Voilà. Nous sommes obligés d'avoir une image ou bien d'essayer d'expliquer. Voilà, c'est pareil avec les langues orales. Voilà. Il y a des mots que nous ne pouvons pas traduire d'une langue à une autre langue. Parfois, c'est vraiment difficile. C'est pareil avec la langue aussi. D'accord. De cette difficulté dont vous parlez, vous avez des exemples précis à donner? Est-ce que c'est lié au fait qu'il y a des handicapés qui ont appris la langue des signes sur le tas,
ce qui est différent de vous qui l'avez appris dans un autre contexte? Non, pas vraiment. Bon, nous, dans notre siège, par exemple, il y a des sous qui ne maîtrisent pas bien la langue des signes. Par contre, il y a d'autres qui maîtrisent bien la langue des signes, comme par exemple notre secrétaire général qui est là. Mais dans l'ensemble, la langue des signes évolue comme toute autre langue. Voilà. Donc, parfois, des nouveaux mots que nous n'avons pas les signes. Donc, parfois, lors des sensibilisations, même des rencontres, il y a des mots que nous prenons note. Voilà. Et puis, nous soumettons aux personnes qui sont dans les laboratoires pour la langue des signes. Par exemple, dans le système sanitaire, par exemple, les implants, le stérilet, tous ces signes-là, vraiment, on n'a pas ces signes-là concrètement. Voilà. Donc, maintenant, le fait que nous sommes dans le projet et nous apprenons beaucoup de mots, forcément, nous allons les soumettre pour qu'on puisse avoir ces signes-là. Merci beaucoup. Alors, comment se font les références des jeunes de l'AMCI dans les formations sanitaires lorsque vous faites les sensibilisations? Alors, déjà, on le dit toujours, nous sommes des bénévoles. Voilà, nous n'avons pas toujours le temps de les accompagner dans les centres de santé. Donc, parfois, les références, bon, c'est avec les parents, en fait. Si, par exemple, Mahmoud n'est pas disponible, elles peuvent venir nous expliquer ce qu'elles ont, par exemple. Et Mahmoud se charge d'appeler les parents pour me dire, ah, ta fille a telle chose, peux-tu l'accompagner à l'hôpital? Au moins, la maman sait déjà ce qui... le parent sait néanmoins ce que son enfant a. Donc, ça facilite un peu la communication. Mais si nous sommes disponibles, voilà, on les accompagne. D'accord. Merci beaucoup, Madame Nabounou, pour cet excellent travail de référence. Docteur Odje-Claude, je voudrais savoir, en tant que coordonnateur adjoint du PNSU Sage, pensez-vous que le PNSU Sage pourra poursuivre l'appui à l'association AMCI après Amplify? Si oui, comment? Bien, l'appui que nous pouvons faire, c'est toujours les accompagner dans la formation au niveau de la connaissance, parlant, comme on dit, de la santé sexuelle et reproductive. Faire en sorte qu'on puisse toujours être à leur côté quand ils ont des conférences à mener et que pouvoir eux aussi les inviter à nous appuyer dans la traduction en langue des signes vis-à-vis de nos prestataires. Sinon, ce que Mahmoud a cité ici comme soutien à apporter, il faut dire que l'État, ce sera difficile de notre part de le faire. Mais nous, techniquement, en matière de savoir, de connaissances, on peut toujours les accompagner. Mais pour ce qui est vraiment de la logistique, ce sera difficile. Ce sera difficile. Maintenant, on dit demander aux prestataires de faire en sorte de comprendre les interprètes pour accompagner les adolescents. Ouais, c'est vraiment, on comprend la difficulté. Notre souci, c'est de faire en sorte que la convivialité et puis il y a la convivialité toujours, mais surtout le problème de la confidentialité soit respecté. Or, en matière de sexualité, c'est quelque chose qui importe très souvent aux adolescents et jeunes. Et bon, je vois la grosse difficulté parce que quelqu'un va venir parler de sa sexualité, un interprète, quelqu'un qu'on ne voit pas, ce sera difficile. Donc, peut-être que c'est de faire le plaidoyer pour qu'on puisse former des agents de santé pour langage des signes afin que dans la prise en charge de ces adolescents et jeunes, ils puissent leur servir ce qu'il faut quand ils viendront individuellement pour respecter leur dignité, leur confidentialité et l'anonymat. Donc, c'est cet accompagnement-là qu'on pourrait faire de façon technique. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Merci beaucoup, Dr. Odje. Merci pour toutes ces pistes de solutions pour un travail futur avec l'association. Je voudrais rebondir sur votre propos pour poser une question. Est-ce qu'on pense à peut-être voir dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait intégrer
donc les services de santé, notamment pour la santé sexuelle et des jeunes, par des personnes qui sont malentendantes et qui ont la capacité, qui sont formées, qui sont peut-être même recrutées au niveau de la fonction publique, ou aussi c'est de voir au sein des prestataires de santé quels sont ceux qui ont cette notion du langage des signes parce qu'ils ont un ou plusieurs parents qui sont malentendants ou qui connaissent le langage des signes. Est-ce que vous avez pensé à cette stratégie? Est-ce que vous avez déjà commencé à avoir des pistes pour la mettre en œuvre? Merci. Bon, merci bien, madame. Nous explorons cette piste, hein, mais il faut dire que c'est assez difficile. Parce que quand on fait les formations en santé sexuelle et reproductive, les formations qu'on appelle les services de santé adaptés aux adolescents et jeunes, on parle très souvent de l'écoute. Maintenant, l'écoute même, déjà, avec ceux qui s'expriment, cette écoute est difficile. Maintenant, faire l'écoute avec le langage des signes, c'est là davantage encore plus difficile. Et comme vous le dites, on cherche à mettre l'accent sur la possibilité pour nous d'avoir des prestataires qui, habitués à ce langage des signes, pourront nous apporter leur appui. Donc, c'est un peu ces pistes-là que nous cherchons à explorer. Parce que quand nous faisons les conférences avec des gens d'Abobo, je vous dis que moi, j'habite la commune d'Abobo, ce sont mes amis. Bon, c'est... Quand vous parlez et vous voyez qu'il vous bloque un moment pour pouvoir faire l'interprétation, il y a des mots parfois qu'on emploie, comme l'a dit Nabitou, qu'ils ne saisissent pas. Donc, on est obligé de rechercher ce qu'il faut pour adapter afin qu'ils puissent bien le traduire. Bon, vous voyez que le langage des signes, ce n'est pas quelque chose de facile. Non, comme vous le dites, hein, c'est pas, on ne doit pas laisser des gens de côté. Personne ne doit laisser pour compte, mais on fait avec ce qu'on peut. Et le plaidoyer, le patron, le docteur Serou Ouattara, notre DC, un document là-dessus qui veut essayer de présenter, mais je pense qu'on n'a pas encore eu gain de cause. Docteur, attention, on ne vous entend pas. Oh, toutes mes excuses, j'étais mute. Je disais que merci beaucoup pour cet excellent échange avec nos trois panélistes. Donc, à la suite de nos panélistes, je vais conduire la suite de la discussion avec le grand groupe, notamment pour les participants qui ont laissé des questions dans le chat box. Je procéderai de la façon suivante. Donc, j'interpellerai donc le participant qui a laissé la question. Soit je lirai la question, je demanderai au participant de poser sa question et on ira ainsi pour des réponses. Alors, je pense que la première question que j'ai vue ici qui pourrait nous intéresser, c'est Mme Rosine Akissi qui a demandé comment est-ce qu'on utilise le kit Imparfree. Mme Rosine Akissi, est-ce que vous pouvez préciser la question à qui elle est adressée? À vous. Allô, Madame Rosine, vous êtes là? Je ne l'entends pas. OK, alors nous allons continuer, il n'y a pas de problème. Là, je pense que Madame Marie-Victoire Idéa a la réponse à sa question de savoir si tous les soumis comprenaient le langage. Monsieur Raoul Kakou. Est-ce que Monsieur Raoul Kakou est sur l'appel? Je n'entends personne. Je ne sais pas si c'est moi qui ai le problème de connexion. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, Monsieur Raoul Kakou, vous avez la parole. Allez-y. Présentez et vous posez votre question. Allez-y. Allô, on vous entend.
crois que la connexion est de mauvaise qualité. Alors, Monsieur Raoul Kakou, peut-être vous allez écrire votre question pour qu'on puisse la lire et on revient à vous, si vous êtes d'accord. C'est bon? Parce que la connexion n'est pas de bonne qualité. Donc, pour permettre que la discussion progresse, je vais vous demander d'écrire vos questions et on vous reprendra. Je vais terminer par cette dernière question et je donnerai la parole à Dr Touré pour la suite. Monsieur Kassoum Sawadogo souhaiterait savoir si les jeunes sourds muets d'Abobo, ce sont seulement des musulmans. Est-ce que vous savez si les autres associations, si les autres religions ont également une association? Et je pourrais compléter, est-ce que vous travaillez également avec eux? Oui. Tu veux passer La à moi? question est posée à l'ASMCI. Ou bien, Docteur Oudjé, vous voulez répondre à la question? Allô? OK. Docteur Oudjé, si vous pouvez fermer votre micro. Donc, je repose la question. Le secrétaire va répondre. OK, allez-y. Excusez-moi, je le mets sur mon écran. Merci beaucoup pour la question. Notre association, c'est vrai, le nom, c'est quand on voit, il y a musulmans dedans, mais notre objectif, là, on prend en compte toutes les personnes, même si tu n'es pas musulman. L'éducation concerne tout le monde, l'alphabétisation concerne tout le monde. Voilà. Et aussi, le projet que nous avons mené avec Amplify PF a concerné toutes les personnes sourdes, quelle que soit la religion. Donc, c'est un peu comme ça. On prend en compte tout le monde. D'accord, merci beaucoup. Docteur Touré, à toi la parole pour la suite. Merci, Dr May. Je pense qu'il y a une question dans le chat box ici de M. Anané Alimé. J'espère que je ne me trompe pas. Il a demandé, est-ce que ce genre de service tel que ça se fait avec les malentendants a pu être reproduit avec d'autres types d'handicaps? Et comment est-ce que les enfants peuvent s'accommoder à ça? Je reprends la question. Là, on a les problèmes de santé sexuelle et reproductive pour les personnes sourdes et malentendants. Quelqu'un veut demander, est-ce que cette expérience a pu être partagée pour que les personnes qui présentent d'autres handicaps puissent bénéficier de ça, de cette initiative-là? Ça, c'est la première question. Je pense que ça s'adresse probablement à tout le monde. Mais je vais peut-être demander à l'AMC de pouvoir nous essayer de répondre. Si Dr Oudjé peut toujours apporter un appui, ce ne serait pas mauvais. Je vous remercie. Il y a le secrétaire qui veut répondre. Et puis Dr Oudjé. D'accord. OK. Ça marche? Oui, je lui repose la question. Non, il n'a aucune connaissance. Mais seulement, moi, je vais ajouter une chose rapidement. Lors de la causerie éducative, c'est que nous avons, avec les jeunes sourds, nous avons des autres types de handicaps qui ont participé, notamment les personnes atteintes de l'albinisme qui ont partagé un peu leurs difficultés qu'ils rencontrent aussi au niveau aussi de services de santé. Parce que leur peau, là, les piqûres, quand ce n'est pas bien fait, quand il y a une manière des choses... il y a une autre manière encore de s'occuper de la matière de santé, services de santé. Oui, c'est bon, moi je fais. Allô? Dr Oudjé? Oui? Ah, on m'entend pas. Allô? Oui? Vous m'entendez? Bon, t'entends, Mahmoud. Ok, donc, Dr Oudjé? en fait, je disais... Oui. Okay. Non, nous sommes Mahmoud d'abord. Mahmoud? Oui, je ne sais pas si vous m'avez entendu ce que j'ai dit. Vous avez parlé des cas des handicapés, des albinos. Oui, d'accord, donc c'est bon. Ils ont participé aussi avec nous au niveau de nos... quand on a fait la sensibilisation, ils étaient là, ils ont partagé aussi leur expérience, les difficultés aussi qu'ils rencontrent au niveau de la santé sexuelle aussi de la reproduction. Donc, mais
on n'a pas de connaissances en matière de projets typiquement au type d'handicap, comme demain c'est passé avec les jeunes champions au niveau d'Abobo. OK. J'ai fini. J'ai lui traduit ma réponse, c'est tout, j'ai fini. J'ai fini. Hein. OK. Merci, Mahmoud. Merci, Dr. Touré. Bon, le cas des handicaps. Allô? Vous m'entendez? Oui, ça va. Le cas des personnes vivant avec un handicap, l'expérience que nous avons eue à Bobo nous permet d'interpeller les différents prestataires, surtout les prestataires de services de santé, adolescents et jeunes, santé universitaire, santé scolaire et santé universitaire, adolescents et jeunes. Comme il a dit, hein, on essaie d'expliquer à nos prestataires que ce n'est pas de particulariser la prise en charge de ces personnes-là, mais c'est de comprendre leurs particularités. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Quand ils arrivent dans les centres, il ne doit pas être stigmatisé. Le prestataire doit s'arranger, en tout cas pour être professionnel. C'est cet appel-là que nous lançons et c'est ce que nous faisons comme un rappel important pour que l'adolescent se sente vivre. Parce que notre souci à nous, comme on dit toujours, personne de côté. Donc, il ne faut pas que quelqu'un se sente être mal à l'aise quand il vient dans nos services. Quand il vient dans nos services. Mais vous savez, la formation qu'on reçoit, il y a la formation et puis il y a ce que l'expérience donne aux gens d'avoir. Quand vous avez des praticiens qui reçoivent des personnes vivant avec un handicap, le plus souvent, eh bien, ils deviennent aguerris face à ces personnes-là et ils les prennent facilement en charge. Mais quand ça devient pour eux nouveau, c'est difficile. Donc, c'est à nous de pouvoir le leur dire et les sensibiliser dans ce sens-là. Sinon, ce que nos amis vivant les handicaps présentent, c'est des choses que nous avons vécues. Il y a des personnes même qui n'ont pas d'handicap, mais qui pensent qu'on ne les reçoit pas bien. Donc, si ceux-là pensent déjà qu'on ne les reçoit pas bien, ceux vivant avec des handicaps, c'est encore plus difficile. C'est pourquoi on explique aux différentes formations la particularité de prendre l'adolescent dans sa globalité et de comprendre qu'ils sont très sujets, les adolescents, ils sont très sujets à des difficultés internes à leur développement. Donc, quand c'est comme ça, tout de suite, il peut être susceptible. Et c'est pourquoi on demande aux médecins de comprendre parce qu'il y a un module qu'on prend pour les former, que le module B, le module de la connaissance de l'adolescent, et non de l'application des services de santé à cette aide-là. Quand on a bien compris ce module, on prend bien l'adolescent en charge et on n'a pas de problème. Par contre, peut-être pour l'interprétation au niveau des signes, ce sera difficile. Mais quand l'adolescent vous voit sourire, il sent votre empathie, eh bien, je pense que le service ça passe facilement. C'est ce qu'on demande aux prestataires de faire, d'être empathique vis-à-vis des adolescents, mais surtout des personnes vivant un handicap. Voilà ce que nous demandons. Merci, Dr. Odier. Je pense que dans le chat ici, il y a beaucoup de personnes qui posent la question pourquoi c'est Abidjan, pourquoi est-ce que l'intérieur n'est pas touché. Juste une suggestion, c'est une expérience que tout le monde qui est intéressante ici. Pourquoi ne pas avoir plus d'exposition? C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des chaînes privées qui probablement seraient intéressées de voir le travail que font ces jeunes personnes avec les personnes handicapées. Parce que tant qu'on restera dans un petit endroit, je pense que ça ne passera pas. Moi, j'aurais suggéré peut-être que si on amenait une télévision à s'intéresser au travail qui est fait par cette association avec les handicapés, probablement que ça pourra susciter le débat au niveau national et au niveau des autres pays pour voir comment est-ce que cette question peut être mise en place. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de tout ce qui est handicap ici,
est problématique. Et donc, je pense que plus c'est exposé, mais dans le bon sens, mieux ça permettrait aux gens de savoir que ça existe et qu'il faut attaquer. Parce qu'avec cette expérience, quand je vois dans les chats ici, il y en a qui ont demandé, je crois, d'ici des lacs, qui demandent, il y a beaucoup de personnes avec des handicaps là-bas, comment est-ce qu'on fait pour les toucher? Et je pense que c'est une opportunité que nous avons à travers ce webinaire de savoir que ça existe quelque part déjà dans le pays et les autres pays savent. Et comment faire maintenant pour que ça ait plus de visibilité? Je pense qu'en utilisant les canaux de l'audiovisuel, on pourrait accompagner, mais vraiment avec le programme santé scolaire, universitaire, santé adolescents jeunes. Je vous remercie. Je prends la suite. Je te laisse la suite. Merci. D'accord. Merci, Dr. Touré. Donc, à la suite du commentaire de Dr. Touré, je vois qu'il y a une ou deux questions dans le chat. Je voudrais partager également un point, c'est que ces expériences, comme il le dit, elles sont tellement enrichissantes et tellement brillantes que ça montre aujourd'hui combien il y a de l'espace, il y a des besoins et chacun de nous doit pouvoir y travailler et pouvoir faire avancer les choses. Alors, je vais prendre une question ici. Monsieur Kakou a écrit sa question. Il voudrait savoir, dans le cadre du dialogue intergénérationnel, est-ce que les parents ont aussi cet handicap? Vous avez parlé d'une stratégie que vous avez utilisée, une activité qui était le dialogue intergénérationnel. Alors, sa question est de savoir, est-ce que les parents avec qui vous faites ce dialogue intergénérationnel ont aussi un handicap? Je ne sais pas qui au sein de l'association va répondre à la question. Monsieur Ouedraogo Mahmoud va signer pour... Vous allez signer pour l'autre. Je vais répondre en même temps. La plupart des parents ne sont pas handicapés. Voilà. Quand elles participent, elles aussi partagent leur expérience, les difficultés qu'elles vivent avec les enfants qui sont handicapés. Voilà. Par rapport à comment mieux expliquer à leurs enfants sur les difficultés ou bien comment ils doivent gérer, par exemple, les menstruations, comment les expliquer les choses de la même manière on explique à leurs frères et sœurs dans la maison. Avec elles, elles n'arrivent pas à expliquer les choses en profondeur. Donc, dans les causeries là, intergénérationnelles, les parents sont là pour partager les expériences, les difficultés qu'elles rencontrent au niveau de la communication avec leurs filles. D'accord, merci. Mais il y a une de nos mamans qui est malentendante. Elle a eu à participer avec nous, mais elle ne connaît pas les signes. Donc, mais elle est malentendante, donc elle entendait légèrement. Donc, elle fallait expliquer aussi à haute voix pour qu'elle puisse participer au débat. D'accord. Je vois que M. Aboubakar connaît le secrétaire général fait des signes. Est-ce qu'on peut lui donner aussi la voix pour qu'il puisse répondre à cette question? Dans le dialogue intergénérationnel, comment ça se passe? Est-ce que c'est aussi des parents qui sont handicapés ou pas? Non, au fait, ça aussi, c'est une expérience. Parce que parler et puis signer, nous les interprètes, ça nous met mal à l'aise. Il dit, je parle trop et je ne signe pas. Or, si je signe en parlant, ça... Oui, c'est pour ça que je vous demande, est-ce qu'on peut lui donner la parole? Non, c'est ce qu'il dit, au fait. Donc, je vais traduire la réponse. Ah, d'accord. Voilà. Non, c'est bon, je voulais ajouter quelque chose. Nabounou, une seconde. Oui. Moi, je suis un peu perdue. Je ne sais pas si Aboubakar Koné a fini de parler. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Au fait, oui, je suis en train de traduire Aboubakar Koné, c'est que ma réponse. Mais pendant ce temps, Nabounou peut parler. Quand elle finit, je vais traduire la réponse de Nabounou. D'accord. Et se rassurer si Aboubakar a quelque chose à rajouter ou pas. OK. Non, ça va. OK, merci. Madame Nabounou, à vous la parole. OK, ce que j'aimerais ajouter aussi, la plupart des parents ne sont pas handicapés. Voilà. Les sourds,
les parents, la plupart, en tout cas, sont entendants. Donc, c'est au niveau de la communication, ça devient un peu difficile. Donc, l'activité de dialogue parents-enfants vraiment facilite et c'est pas amène un peu la complicité entre ces filles-là et leurs parents, en fait. Voilà. Donc, ça participe quelque part de faciliter la communication entre ces parents, les parents et les enfants. Mais parmi ces sourdes-là aussi, il y a des moments, il y a des mères qui sont, il y a des femmes, il y a des sourdes qui sont déjà mariées, elles ont des enfants. Voilà, elles aussi, elles participent en tant que parents. C'est un peu comme ça se passe. Merci. Merci beaucoup. Je vois que Yegeleworo Ouattara, est-ce que la personne est encore en ligne? D'accord. Alors, c'est marqué, vous êtes Country Project Officer Côte d'Ivoire, puis la mise en œuvre du projet WCARS en Côte d'Ivoire, en service à l'Association nationale de sourds de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu en lien donc avec cette activité de santé sexuelle au niveau des jeunes et adolescents, qu'est-ce que vous faites notamment avec l'Association des sourds, l'Association nationale des sourds de Côte d'Ivoire? Il est sourd. Est-ce qu'il est là? Dido. Il est sourd, au fait. Donc, je traduis. Je ne sais pas s'il est là. Je le cherche. Je ne sais pas s'il est là. C'est Dido qui pose la question. C'est Dido. Mais tu peux... Il faut sortir. Il faut le voir dans le groupe. Il peut venir répondre à la question. Sûrement, OK. quelque chose. Je lui demande de se connecter, de venir répondre à la question. D'accord. Peut-être en attendant, on va prendre une question qui est adressée à Amplify. J'ai dans le chat box Monsieur David Djogbe qui demande le projet Amplify a été fait dans les différents pays que sont le Togo, la Côte d'Ivoire, le Burkina et le Niger. Il aimerait savoir pourquoi pas aussi au Bénin et quand est-ce que vous pensez venir au Bénin pour l'activité. Donc, la question pour l'équipe d'Amplify. À vous. OK, merci. C'est vrai que à chaque fois que les bailleurs de fonds lancent un projet, il y a une zone définie par rapport à ce projet-là. Donc, pour le projet Amplify PF, les pays qui avaient été identifiés, ce sont ces 4 pays-là. Il se pourrait qu'il y ait un autre projet qui puisse cibler le Bénin, pourquoi pas. Donc, c'est dans ce cadre-là. Merci beaucoup, Marthe. Merci beaucoup. En attendant que Dido, si Dido est là, vous me faites signe. Donc, en attendant que Dido se connecte, Monsieur Roger Saï, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les possibilités, les pistes que vous voyez pour qu'on puisse également toucher le monde rural? Est-ce que j'ai M. Saï qui est toujours en ligne? M. Roger Saï? Non. OK. Est-ce que Dido est là? Non, je vais voir encore. Je l'ai écrit. C'est pas bien grave. Donc, tu as tout revérifié avec moi. Est-ce qu'on a vraiment parcouru toutes les questions? Je pense que oui. Je pense que on a parcouru les questions. La dernière grosse question, c'était celle du Bénin. Les autres questions, c'était plutôt relatif à comment est-ce qu'on pouvait faire pour que on ait les similarités du programme à l'intérieur du pays et les stratégies qui devaient être mises en place, en fait. D'accord, merci beaucoup. Alors, nous sommes presque à la fin de notre webinaire. 10 minutes. Voilà. Je voudrais, au nom de tous, essayer de rappeler quelques points principaux à retenir. Nous retenons donc ici qu'il s'agit d'une expérience fantastique que nous avons pu mener dans la santé sexuelle et reproductive des jeunes et des adolescents, qui a été menée par des personnes qui sont handicapées, et ça a été mené effectivement par l'Association des sourds muets et des personnes malentendantes musulmanes de Côte d'Ivoire.
Il s'est agi d'activités qui ont été menées à travers le projet Amplify en Côte d'Ivoire au niveau du Riad Abobo. Plusieurs activités ont été mises en place, notamment le dialogue intergénérationnel, les activités de communication pour le changement de comportement, la référence des jeunes vers les formations sanitaires, l'accompagnement également pour les services de santé. Nous avons pu écouter tour à tour les membres de cette association, également les interprètes et le docteur Roger qui est du Programme national de santé scolaire et universitaire et de santé sexuelle des adolescents et jeunes. Et tour à tour, ont pris la parole et expliqué les difficultés qu'ils avaient dans la mise en œuvre, mais aussi les pistes. Notamment qu'il y a la notion d'accompagner les interprètes dans le travail qu'ils font, puisque c'est un métier qui n'est pas encore rémunéré. Et nous voyons quelle est l'importance des interprètes donc, auprès des personnes malentendantes. La difficulté du langage des signes au sein des services de santé pour pouvoir permettre une communication efficiente entre le personnel de santé et les jeunes et adolescents. Également, la notion difficile qu'ils ont aussi les interprètes dans le travail pour des mots qui n'existent pas. Cependant, ils sont toujours en lien avec le laboratoire pour l'adaptation de leurs signes. Nous avons aussi écouté le docteur Roger qui a dit que le programme est en train de réfléchir à des pistes pour pouvoir voir comment est-ce que l'association pouvait être accompagnée. Également, les activités qui ont été mises ont été accompagnées. Voici un peu ça et là les informations qui ont été partagées. À mon tour, je voudrais souligner qu'au niveau de la population mondiale, nous avons 15% de la population mondiale qui sont estimées à être des personnes vivant avec des handicaps. Et donc, cette belle expérience que chacun de nous a entendue, il serait intéressant qu'on voit de notre côté comment chacun de nous peut poser une pierre à l'édifice pour faire progresser les choses. J'ai vu que l'Église baptiste a des personnes interprètes en son sein. Ce serait intéressant de voir comment est-ce que profiter de cet interprète pour faire passer des messages sur la santé sexuelle et reproductive à leur père. Au niveau du programme national, ce serait intéressant de voir comment est-ce qu'on pourrait avoir un volet de communication pour le changement de comportement avec des outils adaptés aux personnes qui sont soit malentendantes ou aux personnes qui sont aveugles. Donc, voici également d'autres éléments que je voudrais ajouter à cet échange. Et la plupart des personnes sur ce webinaire ont exprimé leur besoin de voir étendre cette activité aussi bien dans le monde rural que dans d'autres parties de la Côte d'Ivoire et également dans des pays voisins comme le Bénin qui s'est vu être un peu exclu par ce projet. Voilà, je m'arrête là pour la synthèse des points qui ont été notifiés au cours de cet excellent échange. Et donc, je donne la parole à M. Lassana pour la synthèse, la conclusion. Merci et ce fut un plaisir pour moi. Merci beaucoup, Dr. Prince. Merci, Dr. Touré. Ce webinaire était donc le dernier de la série organisée autour du thème global « Gestion adaptative des pratiques à haut impact, faire face à la diversité des contextes ». Ces 5 webinaires nous ont du reste montré les impacts édifiants du projet USAID Amplify PF au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Niger et au Togo. Ce fut un réel plaisir pour nous de vous partager ces expériences et nous espérons qu'elles permettront une mise à l'échelle au profit des populations. Nous gardons également l'intime espoir que ces expériences susciteront de nouveaux partenariats gagnants au niveau des décideurs politiques au plan national, des organisations internationales et des bailleurs de fonds. Nos équipes restent à votre entière disposition pour vous apporter toute information supplémentaire sur ces approches. Un sincère merci à toutes les équipes du projet Amplify PF qui ont contribué à la mise en œuvre de ces approches et qui ont participé également à l'organisation de ces webinaires. Nous réitérons enfin nos remerciements et notre gratitude à l'USAID pour sa présence continue et sa grande contribution dans le financement de projets à fort impact dans un contexte subsaharien marqué par des crises multiformes. Merci à toutes et à tous et à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Et félicitations à vous. Hein. Bravo. Merci. Félicitations. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Merci.